L'intelligence n'est pas le problème. Le problème, c'est de le paraître. C'est véhiculer, par son visage, sa parole, son regard attentif et ses silences calculés, un message que peu perçoivent, mais que beaucoup imposent, celui de savoir. Et celui qui sait, aux yeux du monde, se doit de résoudre, de porter ce fardeau, de corriger. Savoir devient synonyme d'obligation. Comprendre devient banal. La perspicacité, qui devrait être un atout, se transforme en une invitation à la maltraitance déguisée en admiration. Au début, paraître intelligent semble flatteur. On vous sollicite, on vous demande votre avis, on vous confie des postes de confiance. Mais rapidement, cela se transforme en labyrinthe. Vous devenez celui ou celle qui résout les problèmes que personne d'autre n'ose aborder. Au moindre souci, tous les regards se tournent vers vous, car vous êtes intelligent. Pas de répit, pas de repos. Car être perçu comme intelligent, c'est, au fond, être condamné à être toujours disponible, toujours préparé, toujours prêt. Et quand vous ne l'êtes pas, point de compassion, point de déception, point de frustration. Comme si vous aviez l'obligation d'être lucide, même dans les moments où vous aspirez simplement à l'humanité. Il semble que le monde ait tacitement décidé que l'intelligence a un prix invisible, la responsabilité automatique. Vous êtes peut-être épuisé, vidé, avec l'envie de disparaître quelques jours. Mais si vous avez toujours été celui ou celle qui résolvait les problèmes, personne ne se soucie de votre fatigue. Après tout, vous gérez la situation, n'est-ce pas? Vous êtes fort, vous êtes éloquent, vous êtes rationnel. Et sans vous en rendre compte, vous devenez le pilier des autres, le pilier invisible sur lequel tout le monde s'appuie. Et le problème, quand on est un pilier, c'est que personne ne vous regarde avec affection, seulement avec le poids que vous portez. On commence à entrevoir le piège lorsqu'on réalise que les idiots fonctionnels qui nous entourent sont libres. Ils vivent avec moins de pression, moins d'exposition, moins de surveillance. On leur pardonne facilement, car ils ne comprennent pas, ne savaient pas, ne sont pas assez mûrs pour ça. Pendant ce temps, on vous tient responsable même de ce que vous n'avez pas fait, car si vous aviez été attentif, vous l'auriez fait, vous auriez pu le prévoir, vous auriez pu l'empêcher. Autrement dit, même sans commettre d'erreur, vous en commettez une en ne prévenant pas celle des autres. Et ne vous y trompez pas, cela ne se limite pas au travail. Cela s'étend à tous les aspects de la vie. Dans la famille, vous devenez la référence, celui ou celle qui maîtrise les finances, celui ou celle qui règle les problèmes en suspens, celui ou celle qui sait utiliser l'application, réparer le portable de votre tante, déchiffrer la facture d'assurance maladie de votre grand-mère. Dans les relations, vous devenez celui ou celle qui écoute, qui réconforte, qui guide l'autre. Et quand finalement vous craquez, personne ne sait comment vous aider, parce qu'on n'a pas appris à vous voir comme une personne fragile, seulement comme une personne fonctionnelle. Être perçu comme intelligent, c'est comme porter un gilet de sauvetage invisible. On n'est plus seulement soi-même, on est celui qui peut sauver des vies. Et c'est beau en théorie, mais en pratique, c'est la solitude, c'est épuisant, c'est isolant, parce que personne ne s'arrête pour penser que ceux qui comprennent ressentent aussi, que ceux qui voient tout clairement éprouvent aussi de l'angoisse, que ceux qui prévoient une catastrophe souffrent deux fois, une première fois avant, sachant qu'elle va se produire, et une seconde fois après, lorsqu'elle se produit malgré tout. On finit par percevoir l'intelligence comme une épine tenace, quelque chose qui éclaire, mais non qui libère, car trop voir, c'est aussi emprisonner. On décèle les intentions cachées derrière les compliments. On perçoit la manipulation déguisée en gentillesse. On repère les demandes formulées avec un sourire, mais qui dissimulent des exigences. On voit des amitiés qui ne durent que le temps d'un service rendu. On voit des faveurs se transformer en dettes. Et tout cela forme un brouhaha incessant qui empêche toute paix. Ceux qui paraissent intelligents vivent dans une vitrine. Ils ne peuvent se permettre de faire de graves erreurs. Ils ne peuvent dire « je ne sais pas ». Ils ne peuvent répondre avec hésitation. Car si la personne intelligente hésite, le monde désespère. Le patron trouve cela étrange. Les amis doutent d'eux. La famille les interroge. Et vous, intérieurement, commencez à vous sentir comme un imposteur. Car au fond, vous n'avez jamais été un génie. Vous en saviez simplement un peu plus. Vous observiez simplement avec plus d'attention. Vous aviez tout simplement trop peur de faire des erreurs.
Et cette peur, déguisée en efficacité, est devenue un trait de caractère qui vous emprisonne désormais. Le pire, c'est qu'avec le temps, ce rôle devient votre identité. Vous vous mettez la pression pour maintenir ce niveau de performance. Vous ne vous autorisez pas à oublier. Vous ne vous accordez pas de repos. Vous ne vous autorisez pas à sortir de votre personnage. Et cela a un coût exorbitant. Un coût qui ne se traduit pas par des factures, mais par des insomnies, une fatigue mentale et le sentiment constant d'avoir une dette envers quelqu'un. Comme si vous étiez toujours en retard, toujours en échec, même lorsque vous donnez le meilleur de vous-même. C'est alors que la lucidité devient un fardeau, car on comprend qu'il est inutile de s'expliquer. Dire qu'on est fatigué est inutile. Demander du temps est inutile. On n'écoute pas les personnes intelligentes, on les utilise. L'intelligence, pour le monde, est un outil. Ce n'est ni une émotion, ni une fragilité, ni de l'affection. C'est une ressource. Et une ressource ne peut pas tomber en panne. Elle doit être disponible, à jour, opérationnelle, comme une machine qui ne s'arrête jamais. Mais vous n'êtes pas une machine. Et toute cette intelligence qu'on vous a offerte sans vous demander votre avis commence à vous peser. Et alors vous comprenez, le problème n'était pas de savoir, mais de le montrer. Car celui qui montre qu'il sait devient un soutien. Et celui qui devient un soutien ne reçoit aucun soutien en retour. Le monde exige beaucoup de ceux qui semblent comprendre et ne leur rend que peu de choses. Au fond, on ne souhaite pas que vous soyez intelligent pour vous-même, mais pour soi-même. Pour résoudre ce qu'on ne peut pas, pour apaiser le chaos qu'on a soi-même engendré, pour servir de raccourci, de consolation, de bouclier. Et quand vous refusez, quand vous commencez à vous protéger, quand vous finissez par dire « non », l'accusation fuse. Tu as changé. Oui, tu as changé. Tu as cessé de faire semblant de pouvoir gérer la situation. Tu as cessé d'accepter ce fardeau déguisé en respect. Tu as cessé de confondre reconnaissance et exploitation. Paraître intelligent, c'est vivre constamment sollicité, observé et attendu. C'est porter un masque qui ne doit jamais tomber. Car s'il tombe, une vérité dérangeante se révèle. La valeur qu'on vous accordait ne résidait pas dans ce que vous êtes, mais dans ce que vous avez apporté. Et ça fait mal. Parce que cela révèle tout ce que vous avez donné à des gens qui n'ont jamais été vraiment là pour vous. C'est pourquoi, parfois, la plus grande preuve d'intelligence est précisément de cesser de prétendre l'être. C'est de se retirer des projecteurs. C'est de laisser croire qu'on n'en sait pas tant que ça. C'est accepter l'erreur, le silence, le doute. C'est comprendre que personne ne vous rendra votre paix intérieure tant que vous porterez le poids du monde sur vos épaules, sous des airs de personne invincible. En fin de compte, la personne la plus sage est peut-être celle qui a appris à paraître ordinaire, celle qui comprend que paraître stupide n'est pas une façon de se rabaisser, mais de se préserver, car l'intelligence sans paix n'est qu'une autre forme d'esclavage déguisé. Et parfois, le seul moyen de survivre, sans devenir fou, est de cesser de prouver que l'on comprend, et de commencer à vivre comme si l'on n'avait plus besoin de rien comprendre. Il existe une forme de liberté que presque personne ne remarque, car elle ne s'exprime pas bruyamment, ne réclame pas l'attention et ne suscite pas d'applaudissements. Elle naît précisément là où l'ego refuse d'être, à la place de ceux qui ne brillent pas. La stupidité apparente, c'est cela. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un choix. C'est la décision consciente de ne pas rechercher la gloire, de ne pas participer à des jeux qui n'existent que pour nourrir la vanité. Ceux qui paraissent stupides évoluent librement dans un monde obsédé par le besoin de prouver sa valeur. Quand personne n'attend rien de vous, tout change. Les erreurs deviennent des détails, non des tragédies. Les retards, des accidents, non des fautes morales. La confusion devient acceptable. Et cela crée un espace précieux, l'espace de respirer. Tandis que d'autres s'efforcent de maintenir une image, vous évoluez sans surveillance. Personne ne vous observe de près. Personne ne pèse vos mots. Personne n'interprète vos silences. Vous traversez les exigences avec l'assurance de n'avoir aucune explication à donner. Le privilège commence par l'absence d'attente. Sans attente, point d'exigence. Sans exigence, point de pression constante. Ceux qui paraissent naïfs peuvent apprendre en silence, expérimenter sans public, se tromper sans être punis. Ils peuvent changer d'avis sans être accusés d'incohérence. Ils peuvent reculer sans être traités de faibles.
car on n'a jamais exigé d'eux une fermeté absolue, une clarté totale ou des réponses toutes faites. Pendant ce temps, ceux qui veulent paraître brillants se retrouvent prisonniers de leurs propres efforts. Ils se forgent une image et se sentent obligés de la maintenir jour après jour. Chaque décision devient une épreuve, chaque mot, une preuve. Mais le fou marche d'un pas léger, car personne n'exige qu'il ait toujours raison. Il a le droit de ne pas savoir, et ce droit est inestimable. Il y a aussi un avantage invisible, l'information. On parle beaucoup trop en présence de ceux qu'on ne considère pas comme une menace. On s'explique, on se répète, on dévoile ses intentions, on laisse transparaître ses faiblesses. Ceux qui paraissent lents entendent tout. Ceux qui semblent détachés remarquent des détails que les vaniteux ignorent. La stupidité apparente désarme. Elle abaisse la garde. Elle engendre l'insouciance. Et là où règne l'insouciance, il y a avantage. Un autre point, presque jamais évoqué, est celui du temps. Ceux qui paraissent insensés gagnent du temps. Le temps d'observer, de comprendre le rythme du lieu, de ressentir l'atmosphère véritable des situations. Pendant que d'autres s'empressent de donner leur avis, vous restez. Pendant qu'ils se disputent l'espace, vous recueillez des informations. Pendant qu'ils s'épuisent à essayer de convaincre, vous économisez votre énergie. Et l'énergie accumulée vaut mieux que l'énergie dépensée. La vie punit ceux qui s'emballent, ceux qui lèvent la main trop tôt, ceux qui se portent volontaires, ceux qui veulent tout résoudre. La naïveté apparente vous protège précisément de cela. Elle crée une distance saine entre vous et le chaos ambiant. Vous n'êtes pas tenu d'éteindre des incendies que vous n'avez pas déclenchés. Vous n'êtes pas contraint d'assumer des responsabilités que vous n'avez pas sollicitées. Vous n'êtes pas entraîné dans des conflits qui ne vous concernent pas. Et ne confondez pas cela avec la passivité. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais de savoir choisir le bon moment pour agir. Celui qui paraît naïf ne réagit pas impulsivement. Il ne se sent pas obligé de répondre rapidement. Il attend. Et ceux qui attendent y voient plus clair. Le monde est plein de gens qui se donnent trop vite. La personne apparemment naïve laisse les autres l'épuiser d'abord. Ensuite, elle décide si cela vaut la peine de s'impliquer. Il y a aussi une paix intérieure difficile à expliquer. Quand on n'a rien à prouver, le corps se détend, l'esprit s'apaise, on dort mieux. On ne ressasse plus les conversations en cherchant comment paraître plus compétent. On ne répète plus des réponses imaginaires. On ne passe plus son temps à se justifier. L'apparente stupidité fait taire ce brouhaha. Elle simplifie les choses. Ce privilège se manifeste encore plus clairement dans les relations. Une personne qui paraît insensée ne devient pas un point de repère, un guide, un soutien émotionnel. On ne vous refile pas vos problèmes en attendant des solutions. On ne vous transfère pas vos décisions. On ne vous impose aucun fardeau. Et cela préserve quelque chose de rare, l'autonomie émotionnelle. Vous n'êtes pas responsable du cours de la vie de quiconque. Tandis que certains vivent entourés de demandes déguisées en confiance, le bonnet en apparence choisit ses combats. Il aide quand il le veut, et non sous la contrainte. Il s'implique quand c'est judicieux, et non par obligation. Et c'est précisément pour cette raison que, lorsqu'il agit, il surprend. Non pas par intelligence, mais parce que personne ne l'observait. Il existe aussi un avantage stratégique simple, l'invisibilité. Ceux qui ne se font pas remarquer passent inaperçus dans les moments difficiles. Les crises les épargnent. Les changements surviennent sans qu'ils en soient la cible. Les restrictions budgétaires, les exigences et les luttes de pouvoir affectent généralement ceux qui sont sous les feux de la rampe. La personne apparemment insignifiante reste hors de vue. Elle n'est ni une priorité, ni une menace. Et dans bien des cas, il s'agit d'une protection pure et simple. En fin de compte, la naïveté apparente ouvre la porte à l'erreur. La porte à l'erreur, à la progression, au changement de cap. Le monde ne fait pas de cadeaux à ceux qui se présentent comme excessivement compétents, mais il laisse beaucoup de place à ceux qui semblent ordinaires. Et dans cet espace, il est possible de construire bien plus qu'ils ne l'imaginent. Le secret, c'est que presque personne ne remarque ce jeu, car l'ego réclame une reconnaissance immédiate. Il veut être vu, il veut être validé. Mais ceux qui préfèrent la tranquillité d'esprit aux applaudissements comprennent une chose essentielle. Survivre est plus important qu'impressionner. La stupidité apparente n'est pas une défaite, c'est un choix discret. C'est savoir que toutes les courses ne méritent pas d'être menées. En fin de compte,
Le privilège ne consiste pas à être inférieur, mais à porter moins de fardeau, moins de poids, moins d'attente, moins de bruit, moins de pression. Tandis que le monde s'efforce de prouver sa valeur, l'âne, en apparence insignifiant, marche lentement, observe tout et demeure entier. Et dans un monde où presque tout le monde est épuisé, être entier est déjà une forme de victoire. Personne ne vous prévient, mais l'enfer est pavé de louanges. Et pas n'importe lesquelles. Celles qui accompagnent les tâches, celles qui sonnent comme de la reconnaissance, mais qui cachent des exigences que personne n'a osé formuler directement. En réalité, être bon dans n'importe quel domaine, c'est une condamnation. Car le monde entier attend que quelqu'un de compétent s'attaque à ce qu'il ignore, ne veut pas ou n'a pas le courage d'entreprendre. Au début, cela semble juste. Vous faites du bon travail, alors on vous sollicite. 1 fois, 2 fois, 5 fois. Au départ, vous ressentez même une certaine fierté. Après tout, c'est agréable d'être utile. C'est rassurant de savoir qu'on vous fait confiance. Mais, petit à petit, la frontière entre aider et tout prendre en charge s'estompe. Sans vous en rendre compte, vous passez de personnes compétentes à piliers invisibles d'un système paresseux. La punition commence par l'invisibilité, car la compétence ne brille pas. Elle ne suscite pas l'attention. Elle est perçue comme une évidence. C'est comme une application qui fonctionne toujours. Personne ne vous remercie. On ne se plaint que lorsqu'elle tombe en panne. La personne compétente devient un élément du décor, toujours présente, toujours active, mais jamais mise à l'honneur. Ceux qui vous sollicitent 1000 fois oublient souvent de vous remercier. Parce que vous savez faire, et cela devrait suffire. Et quand vous essayez de refuser, c'est le choc, la stupéfaction, la phrase venimeuse « mais tu t'en es toujours sorti ». Comme si votre compétence était un contrat à vie, comme si votre capacité à bien faire les choses était une obligation naturelle. Personne ne vous demande comment vous allez. Personne ne veut savoir ce que vous avez dû sacrifier pour satisfaire une énième exigence qui n'était pas la vôtre. Votre compétence devient une laisse, un nœud coulant qui se resserre sans un bruit. Cette logique imprègne tous les aspects du monde du travail. Au travail, la personne compétente est celle qui fait des heures supplémentaires, celle qui prend en charge les tâches que le patron ne peut pas accomplir, celle qui encaisse les mauvaises nouvelles de dernière minute car seul toi peux gérer ça. Pourtant, le salaire reste inchangé. La reconnaissance, lorsqu'elle survient, se traduit par une surcharge de travail. Au final, on y gagne plus de responsabilités, plus de reproches en cas d'erreur et une pression accrue pour toujours réussir. Dans la vie personnelle, c'est pareil. La personne compétente est celle qui appelle toujours, organise tout et résout les problèmes. C'est elle qui se souvient des engagements familiaux, gère les papiers, apaise les disputes et s'occupe des finances. Et quand elle fait une seule erreur, ou qu'elle se retire tout simplement, c'est comme si le monde s'écroulait, parce que tout le monde s'est habitué à son efficacité. Ils n'ont pas appris à maîtriser les bases parce que vous avez toujours fait paraître les choses complexes simples. Et le châtiment ne s'arrête pas là. La compétence attire aussi les opportunistes, ceux qui vous approchent avec un regard admiratif, mais qui ne cherchent qu'à vous exploiter. Des personnes qui s'appuient sur vos compétences et transforment votre bonne volonté en service gratuit. Ils vous couvrent d'éloges jusqu'à ce que vous leur soyez utile. Et quand vous ne leur êtes plus indispensable, ils disparaissent. La compétence devient un appât, une invitation ouverte à se faire exploiter par ceux qui n'ont jamais eu l'intention de contribuer. Le plus cruel, c'est que la personne compétente est rarement perçue comme un être humain. Elle devient une fonction, un rouage de la machine. Et les rouages ne pleurent pas, ne ressentent rien, ne se fatiguent pas. Ils tournent jusqu'à se briser. Mais quand on se brise, ceux qui nous voient tomber sont sous le choc, parce que personne ne s'attendait à ce qu'on échoue. Et le pire, il y a ceux qui sont déçus, comme si notre épuisement était une trahison, comme si c'était notre devoir de rester fort, même à bout de force. Avec le temps, cette pression silencieuse devient un poids invisible. On se met à s'auto-évaluer constamment. On commence à penser que se reposer est une culpabilité, que dire non est une faiblesse, que refuser est un manque de caractère. La compétence devient l'identité. On se définit parce que l'on accomplit, parce que l'on résout. Et cela nous prive du droit de nous arrêter, d'avoir des doutes, de simplement ne pas y arriver. Et si vous essayez d'être honnête, de dire que vous êtes fatigué,
que vous ne voulez plus être le sauveur de tout. Beaucoup ne comprennent pas. Car une personne compétente n'a pas le droit de s'effondrer. Elle n'a pas le droit de se contenter de moins. Mais tu t'en sors si bien. Cette phrase, qui semble être une marque d'affection, est en réalité une prison. Car elle vous enferme dans une position fixe. Et le monde n'apprécie guère qu'une personne compétente décide de quitter la place qu'elle a toujours occupée. Mais vient un moment où le corps réclame son dû. L'esprit se fige, le silence s'installe brutalement. Et alors, on réalise que la compétence ne nous a pas menés au sommet. Elle nous a menés au bord du précipice, au bord de l'épuisement, de la solitude, d'une crise d'identité. On commence à se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi toujours moi ?» Et la réponse fait mal. Parce que tu l'as permis. Parce que tu as enduré plus que tu n'aurais dû. Parce que tu n'as pas compris qu'au fond, personne ne voulait apprendre. On voulait quelqu'un qui puisse tout résoudre. La seule véritable issue commence par un geste radical. Refuser ce rôle. Laisser le chaos s'installer. Laisser les autres ressentir le poids que vous portiez seul. Leur faire expérimenter ce que c'est que de penser, de planifier et de gérer la situation. Est-ce cruel ? Peut-être, mais c'est juste. Car tant que vous maintiendrez le système en marche seul, personne ne voudra changer. Et vous continuerez d'être puni pour avoir bien fait les choses. Dans un monde qui valorise les apparences plus que l'effort réel, la compétence est un piège. Seuls ceux qui comprennent que le silence d'autrui n'est pas de la gratitude, mais de la facilité, peuvent y échapper. Que les compliments qui vous retiennent ne sont pas des cadeaux, mais des formes de contrôle. Et que, bien souvent, la véritable intelligence ne consiste pas à en faire plus, mais à en faire moins. Il s'agit de se retirer, de disparaître quand tous attendent de vous que vous soyez présent. Car c'est seulement ainsi qu'ils apprennent, et c'est seulement ainsi que vous devenez libre. Au final, la plus grande preuve de compétence réside peut-être dans le fait de savoir précisément quand cesser de feindre l'être. Car ceux qui sont véritablement compétents n'ont pas besoin de faire leurs preuves constamment. Et ceux qui ne le comprennent pas n'ont jamais mérité ce que vous avez fait pour eux. Tout silence n'est pas vain. Toute distraction n'est pas réelle. Dans un monde où chacun cherche à étaler son savoir, un groupe silencieux, presque invisible, joue un tout autre jeu. Un jeu où l'objectif n'est pas de briller, mais d'observer. Un jeu où l'ignorance est feinte, non reconnue. Où paraître détaché est la manière la plus efficace de rester informé. C'est le théâtre de l'ignorance stratégique. Une performance calculée et silencieuse qui désarme les vaniteux et protège les lucides. Il est curieux de constater que le monde fonctionne mieux pour ceux qui parlent moins. Ceux qui rivalisent pour attirer l'attention vivent constamment sous pression. Ils se sentent obligés d'avoir un avis sur tout, de paraître au courant des dernières tendances, de prouver leur intelligence à chaque phrase. Mais ceux qui feignent l'ignorance évoluent en toute liberté. Personne n'exige d'eux de la cohérence. Personne ne les défie dans des débats interminables. Personne n'attend d'eux des révélations fulgurantes. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils perçoivent davantage. Car tandis que d'autres parlent pour impressionner, ils écoutent pour comprendre. L'erreur que beaucoup commettent est de confondre intelligence et exposition. Ils croient que la personne véritablement intelligente est celle qui s'exprime de façon complexe, qui réfute tout, qui refuse d'être sous-estimée. Mais cela a un prix élevé. Ceux qui s'exposent trop deviennent des cibles. Et le monde regorge de gens qui, sous couvert d'un public, n'attendent qu'une occasion pour vous rabaisser, vous tester, vous tendre un piège dont vous n'avez même pas conscience. Faire semblant de ne pas comprendre vous fait gagner du temps. Et c'est précisément le temps qui vous manque le plus lorsque chacun se lance dans une course effrénée dont il ignore même le sens. L'ignorance stratégique commence par l'observation. Ce n'est pas de l'apathie, c'est du calcul. Vous êtes là, mais vous ne vous affirmez pas. Vous percevez le mouvement, mais vous ne réagissez pas. Vous remarquez le jeu, mais vous n'y participez pas. Et cela sème la confusion. Les gens ne savent pas comment vous cerner. Ils ne savent pas si vous êtes naïf ou dangereux. Ils ne savent pas si vous avez compris ou si vous êtes complètement à côté de la plaque. Et dans cette zone d'incertitude, vous avez l'avantage. Car pendant qu'ils tentent de vous déchiffrer, vous avez déjà compris qui ils sont. Il n'y a pas de défense plus efficace que de paraître inoffensif. Se présenter comme une menace provoque la réaction des autres. Ils se camouflent, se préparent à vous affronter. En revanche, si vous semblez insignifiant, ils baissent leur garde, parlent trop,
et se dévoilent sans s'en rendre compte. Vous obtenez alors des informations auxquelles vous n'auriez jamais eu accès en cherchant à vous imposer. Le théâtre de l'ignorance est avant tout une forme d'écoute. Et plus qu'écouter, il s'agit de choisir où investir son énergie, car le monde regorge d'invitations à des disputes stériles. Chaque jour, quelqu'un cherche à vous entraîner dans une querelle insensée, une bataille d'ego, une arène où chacun crie et où personne n'écoute. Faire semblant de ne pas comprendre, de ne pas s'en soucier, de ne pas saisir le message indirect, est une manière élégante de s'éclipser sans donner l'impression d'avoir fui. C'est un oui déguisé en non. C'est une retraite qui protège sans offenser. C'est un bouclier d'inattention savamment orchestré. Beaucoup l'ignorent, mais feindre l'ignorance est une stratégie aussi efficace que de jouer la comédie. La différence? La première protège, la seconde expose. Il ne s'agit pas de vivre dans le mensonge, mais de comprendre la situation. Dans un milieu où la vanité est reine, l'ignorance feinte freine les ardeurs. On laisse les autres s'écraser les uns les autres, s'épuiser, céder à l'excès. Et quand la tempête est passée, on s'en sort indemne. Il est également important de comprendre que feindre l'ignorance n'est pas de la passivité, mais de la sélectivité. C'est se servir du silence comme d'une armure. C'est laisser croire à son interlocuteur qu'on n'a pas compris, alors qu'en réalité, on a simplement choisi de ne pas s'engager dans la discussion. Car tous les arguments ne méritent pas de réponse. Toutes les provocations ne justifient pas une réaction. Et souvent, ce qui peut paraître lâche est en fait une preuve de maîtrise de soi. Il est bien plus difficile de retenir une réponse que de la laisser éclater. Il est bien plus judicieux de ne pas répondre que de gagner une dispute stérile. Le grand avantage du théâtre de l'ignorance, c'est qu'il détourne l'attention. Tandis que d'autres cherchent à se faire remarquer, vous circulez librement. Personne n'attend rien de vous. Votre présence ne dérange personne. Personne ne vous perçoit comme le centre de l'attention. Et c'est précisément pour cette raison que, lorsque vous décidez d'agir, l'impact est plus fort. Car personne ne s'attendait à rien. Et quand on n'attend rien, le moindre mouvement surprend. Vous devenez imprévisible. Et l'imprévisible fait toujours peur. Mais pour que cette stratégie fonctionne, il faut un ego bien dosé. Car ceux qui ont besoin d'être constamment sous les projecteurs ne peuvent feindre l'ignorance. Ils voudront corriger les autres, avoir raison, montrer qu'ils comprennent. Et à ce moment précis, ils perdent le contrôle. Ils deviennent les protagonistes de leur propre piège. La théâtralité ne fonctionne que pour ceux qui savent qu'au fond, le meilleur moyen de contrôler est de ne pas paraître contrôlé. Le meilleur moyen de gagner est de ne pas paraître intéressé par la victoire. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de protection. Car vivre exposé est dangereux. Tout dévoiler, donner toutes ses ressources, se livrer à l'excès, c'est se rendre vulnérable. Le monde ne récompense pas toujours la transparence. Souvent, il la punit, par envie, par peur, par vanité. L'ignorance stratégique est le filtre qui empêche ce genre d'attaque. C'est le bouclier invisible qui permet de se déplacer parmi les prédateurs sans paraître une proie de valeur. En fin de compte, faire semblant de ne rien savoir est une façon de survivre dans des environnements où trop en savoir peut vous mettre en danger. C'est le choix de ceux qui préfèrent vivre avec moins de médailles, mais plus de tranquillité. De ceux qui comprennent que le jeu ne consiste pas à attirer l'attention, mais à rester debout une fois les projecteurs éteints. Tandis que d'autres courent après la reconnaissance, vous apprenez à marcher dans l'ombre. Et l'ombre, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas l'absence de lumière. Elle est la présence de l'attention. C'est là que la vision est la plus claire, car il n'y a ni reflet, ni éblouissement, ni distraction. C'est là que réside le véritable avantage. Et ceux qui maîtrisent l'art de l'ignorance stratégique n'ont rien à prouver. Car ils ont déjà compris que ceux qui observent en silence vivent bien plus longtemps que ceux qui parlent pour se faire remarquer. La plupart des gens croient que celui qui parle le plus a le plus d'influence, que le leader est celui qui commande par sa voix, qui domine par sa présence verbale, qui s'impose par des phrases percutantes, de longs discours et des idées cinglantes. Mais la réalité est tout autre. Le véritable pouvoir est presque toujours silencieux. Il se manifeste lentement, d'un pas assuré et sans bruit. Dans un monde où chacun veut avoir raison, ceux qui apprennent à se taire passent inaperçus,
Et c'est précisément pour cette raison qu'il gouverne sans être attaqué. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la maîtrise de soi. Se taire ne signifie pas accepter, se soumettre ou être sans opinion. Cela signifie choisir de ne pas gaspiller son énergie. Et de nos jours, l'énergie est plus précieuse que l'or. Dans n'importe quel groupe, que ce soit en entreprise, dans un cercle de discussion ou même à la maison, la personne la plus bavarde n'est pas toujours la plus respectée. En réalité, c'est presque toujours la plus épuisée. Car ceux qui parlent trop révèlent tout, leurs idées, leurs intentions, leurs faiblesses. Le silence demeure lorsqu'on cesse de chercher à prouver quoi que ce soit, lorsqu'on comprend qu'il n'est nécessaire de convaincre personne, ni de gagner la moindre discussion. C'est là que naît la véritable maîtrise. Non pas la maîtrise des autres, mais la maîtrise de soi. Car ceux qui ne savent se taire sont prisonniers de leur propre anxiété. Ils ont besoin d'avoir raison, d'être remarqués, de remporter des batailles stériles. Mais ceux qui ont appris à se taire comprennent que le monde ne se transforme pas par les arguments, mais par la prise de position. Garder le silence est d'abord inconfortable, car depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que le silence vaut consentement, que ceux qui ne répondent pas sont perdants, et que ceux qui écoutent trop sont faibles. Mais il s'agit d'un jeu social conçu pour mettre les gens mal à l'aise. Plus on parle, plus on s'expose, et plus on s'expose, plus on devient vulnérable. Le silence, en revanche, protège. Il crée un espace entre nos pensées et ce que les autres pensent que nous pensons. Et c'est dans cet espace que réside le pouvoir. On parle comme si la parole était un bouclier, comme si les mots pouvaient nous protéger du jugement. Mais en réalité, plus on cherche à se justifier, plus on paraît suspect. Plus on tente d'expliquer son point de vue, plus on sème le doute. Car le monde n'écoute pas attentivement. Il écoute à la hâte, avec des filtres, des préjugés. Et dans ce contexte, le silence devient un rempart. On n'alimente pas les rumeurs, on n'entre pas en conflit, on ne donne pas de munitions, on observe. Et observer, aujourd'hui, est un acte d'une intelligence extrême. Dans un brouhaha incessant, ceux qui gardent le silence deviennent énigmatiques. Et l'énigme fait peur, car on craint ce qu'on ne peut déchiffrer. On préfère traiter avec ceux qui se donnent pleinement, qui disent ce qu'ils pensent, qui se confient facilement. Le silence déconcerte. Il pousse l'autre à la réflexion. Il modifie l'atmosphère d'une conversation. Il rompt la logique des réactions automatiques. C'est le silence qui crée des pauses. Et ce sont ces pauses qui révèlent ce qui est caché. Le silence est aussi une forme de filtrage. Quand on ne répond pas immédiatement, on prend conscience de ce qui compte vraiment. On remarque ceux qui ne cherchent qu'à flatter leur ego. On remarque ceux qui parlent uniquement pour s'entendre parler. On remarque ceux qui nous écoutent vraiment et ceux qui attendent simplement que nous ayons fini de parler pour imposer leur point de vue. Et alors, on choisit. On choisit de s'engager ou de laisser passer. Et parfois, laisser passer est la plus grande des victoires. Le silence désamorce aussi les pièges. Combien de fois a-t-on essayé de vous provoquer pour vous déstabiliser? Et vous êtes tombé dans le panneau. Vous avez réagi. Vous avez trop parlé. Vous avez dit des choses inutiles. Et vous l'avez regretté. Le silence étouffe la provocation dans l'œuf. C'est la fin du conflit avant même qu'il ne commence. Car il ne l'alimente pas. Et sans combustible, le jeu s'éteint. L'autre personne se frustre, se perd, se dévoile. Et vous restez entier. Il existe aussi un silence presque insultant. Le silence qui répond. Celui qui suit une accusation, une critique, une tentative d'humiliation. C'est le silence qui observe sans riposter, qui écoute sans se laisser ébranler, qui connaît le poids de sa propre vérité et n'éprouve pas le besoin de brandir un étendard. Ce silence est troublant, car il porte en lui ce qui manque à beaucoup, la sécurité. Ceux qui sont en paix avec eux-mêmes n'ont pas besoin de crier. Ils n'ont besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. Ils n'ont pas besoin de se justifier constamment. Le silence est un signe de maturité émotionnelle. C'est la marque de celui ou celle qui a déjà compris que la vie ne se résout pas à coups de cris. Et que, parfois, la victoire consiste simplement à ne pas s'impliquer. Et bien sûr, le silence est aussi une arme. Mais pas au sens violent du terme. C'est une arme parce qu'il inverse les rôles. Il permet d'attaquer sans paraître agressif. Il déstabilise. Il déconcentre. Il pousse l'autre à se dévoiler plus qu'il ne le devrait. Pendant que vous écoutez,
l'autre parle trop. Il livre tout. Et quand vous prenez enfin la parole, vous avez déjà tous les éléments nécessaires. C'est pourquoi les plus dangereux sont presque toujours les plus discrets. Non pas qu'ils dissimulent de la malice, mais parce qu'ils ne dévoilent pas leurs intentions. Ils jouent la patience. Ils savent attendre. Ils savent que le temps parle souvent plus fort que n'importe quel argument. Ils savent que le silence est un investissement à long terme et que ceux qui parlent trop réclament des dividendes prématurément et finissent par y perdre. Dans un monde qui vénère l'exhibitionnisme, apprendre à se taire est un acte de force. C'est résister à la précipitation, à la superficialité, au besoin constant d'être accepté. Le silence est le dernier bastion de la véritable liberté. Car lorsqu'on parle à votre place, on attend de vous que vous suiviez le discours convenu. Mais lorsque vous vous taisez, nul ne sait à quoi s'attendre. Et ceux qui ignorent ce qui les attend ne peuvent vous contrôler. Par conséquent, ne sous-estimez pas le pouvoir du non-dit. Apprenez à utiliser le silence comme un langage. Car le silence de ceux qui détiennent le pouvoir n'est ni peur, ni omission, ni faiblesse. C'est stratégie, intelligence, force invisible. Et quand le monde entier s'agite, observez attentivement. La personne la plus dangereuse sera toujours celle qui est et garde le silence. Il y a un soulagement que seuls ceux qui ont eu le courage de quitter l'arène éprouvent. Cette arène où tout le monde crie, se dispute, exhibe des diplômes invisibles et mène des guerres qui, au fond, ne changent rien. L'idiot lucide est celui qui le comprend, celui qui voit le jeu mais décide de ne pas y participer, celui qui perçoit l'illusion de contrôle qui anime les gens mais ne devient pas une marionnette. Il n'est pas vraiment stupide, c'est quelqu'un qui en a trop vu et qui, par conséquent, a choisi de feindre l'indifférence. Car il a compris qu'avoir toujours raison ne mène pas à la paix. Cela mène aux exigences, cela mène à l'épuisement, cela mène à la perte de soi. L'idiot lucide est celui qui comprend que trop savoir est épuisant. Épuisant car cela multiplie les questions, accroît le sentiment de désordre et révèle à quel point le monde est guidé par la vanité, la dispute et les opinions mal fondées. Face à cette compréhension, deux options s'offrent à vous. Soit vous tentez de tout réparer et vous y perdez la raison, soit vous choisissez de faire comme si de rien n'était. Vous faites semblant de ne pas comprendre, vous secouez la tête, murmurez un « c'est vrai » et passez à autre chose. Non par manque d'arguments, mais par excès de lucidité. Il existe une paix que seuls peuvent ressentir ceux qui ont cessé de vouloir réparer ce qui ne demande rien, ceux qui ont renoncé à être la voix de la raison dans chaque conversation, ceux qui ont compris que convaincre autrui est une tâche sans fin et vaine. L'idiot lucide n'essaie plus. Il ne s'irrite pas des opinions des autres, car il comprend que personne n'écoute vraiment. On n'écoute pas pour apprendre, on écoute pour répondre, pour gagner, pour se conforter dans ses certitudes. Alors il ne débat pas, il ne s'implique pas. Il écoute, sourit et se replie sur lui-même. Cette lucidité, lorsqu'elle mûrit, se mue en repos. Car l'idiot lucide n'a rien à prouver. Nul besoin de gagner une quelconque dispute. Nul besoin de sauver qui que ce soit. Et c'est précisément pour cette raison qu'il se met à marcher d'un pas léger. Une légèreté qui dérange. Car ceux qui s'enlisent dans leurs propres insécurités ne comprennent pas comment on peut paraître si indifférent au chaos. Mais la réponse est simple. L'idiot lucide est las. Las de crier dans le vide. Las de donner de l'eau là où l'on ne veut que de l'essence. Las d'expliquer l'évidence à ceux qui profitent de leur ignorance. Le tournant décisif survient lorsqu'il découvre qu'il n'est pas obligé d'avoir un avis sur, qu'il peut dire « je ne sais pas », qu'il peut répondre par un regard, un silence, ou même sans rien dire, qu'il peut observer une situation absurde et la laisser passer. Car tout n'exige pas une réaction. Toutes les absurdités ne méritent pas notre attention. Certaines situations se résolvent d'elles-mêmes, précisément parce qu'on n'y a pas prêté attention. Et lorsqu'on cesse de réagir au monde comme si on en était responsable, l'esprit s'apaise, le corps respire, l'âme rend grâce. L'idiot lucide vit en vase clos. Non pas qu'il s'isole, mais qu'il ne se laisse pas entraîner. Il peut se trouver au milieu d'une foule, mais il marche comme s'il était seul, car il n'absorbe pas tout. Il n'avale pas n'importe quoi. Il ne participe pas à toutes les discussions. Il écoute les informations, lit les commentaires, observe les conflits et reste imperturbable, non par froideur, mais par choix. Il a déjà compris que la plupart de ces choses ne sont que du vent, du bruit,
du théâtre. Et il est inutile de gaspiller son énergie pour ce qui ne change pas avec nos efforts. Ce type d'intelligence a un prix, la solitude stratégique. Car l'idiot lucide ne trouve pas sa place. Il ne se prête pas au jeu des égos. Il ne participe pas aux interactions sociales comme on l'attend. Il est celui qui semble détaché, mais qui voit tout. C'est celui que personne ne consulte, mais qui sait exactement comment tout fonctionne. C'est celui qu'on dit un peu déconnecté, mais qui, au fond, ne fait que se protéger. Sa sérénité ne provient pas des victoires, mais du refus. Le refus de se mettre en avant, de rivaliser, de chercher à paraître brillant. Il avait compris que le véritable génie ne réside pas dans la reconnaissance, mais dans la liberté. Et la liberté exige le détachement. Le détachement du besoin d'avoir raison, du désir d'impressionner, de la quête de validation. Il a laissé tout cela derrière lui. Et à la place de ces urgences, il a instauré le silence, le temps, le droit de ne pas savoir. Beaucoup le traiteront de fou. Ils diront qu'il s'est laissé aller à la complaisance, qu'il a renoncé au combat, qu'il a perdu sa flamme. Mais c'est tout le contraire. Il a allumé une autre flamme. Une flamme qui ne brûle pas à l'extérieur, mais qui illumine de l'intérieur. La flamme de celui qui a compris que bien vivre ne signifie pas toujours gagner. Que la paix n'est pas la fin de la guerre, mais le choix de ne pas y entrer. L'idiot lucide est, au fond, un ancien guerrier. Quelqu'un qui a tenté de changer le monde par la discussion, qui s'est épuisé à essayer d'avertir les aveugles, qui s'est heurté à un mur, mais qui a survécu, et qui a mieux survécu en comprenant qu'il pouvait simplement regarder, observer, respirer, et laisser le monde poursuivre sa danse déroutante sans avoir besoin de se placer au centre. Cette attitude n'est pas de l'indifférence, mais une preuve d'intelligence émotionnelle. C'est savoir où investir son énergie à bon escient, choisir ses combats avec discernement, et comprendre que parfois, le plus grand courage ne consiste pas à entrer dans l'arène, mais à observer le chaos et à décider de garder son sang-froid, même si cela vous fait paraître étrange aux yeux des autres. Au fond, l'idiot lucide ne cherche ni disciple, ni gloire, ni public. Il aspire à une vie qui ait un sens, pour lui. Et ce sens ne se trouve jamais dans les grandes victoires, les arguments gagnés, les débats enflammés. Il se trouve dans la simplicité, dans la légèreté, dans le silence intérieur que l'on ne peut atteindre que lorsqu'on apprend à paraître fou aux yeux du monde, mais sage à ses propres yeux. Car c'est là, et là seulement, que réside la paix de celui qui n'a plus rien à prouver. Dans un monde où chacun cherche à se démarquer, où chaque phrase est une tentative de briller, où chaque geste est conçu pour attirer l'attention, il existe une catégorie rare d'individus qui jouent un tout autre jeu. Ils ne recherchent pas la lumière des projecteurs. Ils ne cherchent pas à prouver leur savoir. Ils ne rivalisent pas pour se faire entendre. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils dominent en silence. Cette personne comprend tout, mais choisit de paraître insignifiante. Et c'est dans cette apparente discrétion que réside sa force. Se faire oublier est un art. Il ne s'agit pas de disparaître complètement, mais de savoir choisir le bon moment pour s'effacer aux yeux des autres. Ceux qui maîtrisent cet art savent que le monde récompense les vaniteux par des attentes, et que ces attentes sont des pièges déguisés. Quand on vous croit omniscient, on attend de vous que vous résolviez tous les problèmes. Quand on vous croit doté d'opinions tranchées, on veut vous entraîner dans toutes les discussions. Quand on vous croit stratège, on tente de vous discréditer avant même de comprendre votre raisonnement. C'est pourquoi les plus sages préfèrent ne pas en donner l'apparence. Ce choix est un mécanisme de défense. C'est une façon d'évoluer avec discrétion dans un milieu où les égos sont omniprésents. C'est aussi une forme de survie, car ceux qui semblent insignifiants passent inaperçus dans les luttes de pouvoir. Personne n'attaque ce qu'il ne perçoit pas comme une menace. Personne ne cherche à abattre ce qui paraît déjà vaincu. Et cette invisibilité, que beaucoup considèrent comme une humiliation, est en réalité une liberté. La liberté de ne pas avoir à rendre de compte. La liberté de ne pas être une cible. La liberté d'observer en paix. Cette sagesse dissimulée ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle émane de ceux qui ont déjà été épuisés par les exigences d'être la bonne personne, la personne forte, l'exemple à suivre, de ceux qui ont constaté que plus ils réussissent, plus les autres en demandent, de ceux qui ont compris que plus ils donnent, plus ils deviennent remplaçables. Alors, avec le temps, cette personne apprend à se protéger. Elle ne devient pas froide.
elle devient stratégique. Elle ne devient pas passive, elle devient sélective. La beauté de ce jeu réside dans ce qui se passe en coulisses. Car tandis que les autres se disputent pour savoir qui a raison, qui gagne, qui brille, le sage, discret, observe les détails. Il perçoit les mouvements que personne d'autre ne remarque. Il sent les changements d'ambiance. Il voit qui bluffe, qui tente de manipuler, qui s'efforce de paraître ferme. Et, fort de cette perception, il agit. Mais il agit sans fanfare, sans l'annoncer, sans chercher à se faire remarquer. Il est facile de confondre cette attitude avec la lâcheté. Or, c'est tout le contraire. Un lâche a besoin de l'approbation d'autrui pour exister. Il ne supporte pas d'être ignoré. Il crie pour se faire remarquer. La personne sage, même lorsqu'elle se cache derrière un masque, n'en a pas besoin. Elle se connaît déjà. Elle sait qui elle est. Et elle n'a pas besoin de la validation des autres. Car elle comprend que ce qui compte vraiment, ce n'est pas le regard des autres, mais ce que l'on décide de faire de sa propre perception. Ce mode de vie change tout. Il change votre façon d'écouter, votre façon de réagir, votre façon d'interagir avec votre environnement. Vous commencez à choisir vos mots, à éviter les disputes inutiles, à refuser les compliments qui, bien que présentés comme des cadeaux, cachent des dettes futures, et à protéger votre esprit des compliments qui vous piègent et des critiques qui vous rabaissent. Le jeu de la sagesse dissimulée vous offre aussi du temps. Et c'est précisément ce qui manque à ceux qui cherchent constamment à se justifier. Tandis que d'autres gaspillent leur énergie à paraître sages, vous la préservez en observant en silence. Pendant qu'ils se construisent des personnages, vous déconstruisez les attentes. Et plus vous semblez insignifiant, plus vous avez de marge de manœuvre, car personne ne vous observe. Et ceux qui ne sont pas observés ont l'espace nécessaire pour penser sereinement, agir avec précision et se retirer sans paraître faible. Mais il ne s'agit pas seulement de se cacher, il s'agit de savoir quand se manifester. Car l'impact d'une action menée au bon moment, après des semaines de silence, est toujours plus grand. Ceux qui passent leur vie à chercher à se faire entendre ont besoin de crier. Ceux qui vivent ignorés, lorsqu'ils parlent, ne font qu'écho. Et c'est cet écho qui transforme, car il émane de la maturité. Il émane de ceux qui ont attendu, qui ont compris la situation, qui sont entrés en jeu après avoir saisi toutes les pièces du puzzle. Cette sagesse ne se trouve pas dans les livres, elle se trouve dans l'observation de la vie. Elle se trouve en voyant ceux qui ont été victimes de leur trop grande éloquence, en voyant ceux qui ont tout perdu pour s'être crus invincibles, en voyant ceux qui ont été trahis par ceux qui se prétendaient alliés. Et après avoir vu tout cela, comprendre que la meilleure place n'est pas le trône. C'est le coin de la pièce, c'est l'ombre qui observe, c'est la chaise ordinaire, c'est la bouche silencieuse qui analyse chaque mot avant de le prononcer. Ce n'est pas un hasard si, dans les récits les plus anciens, le véritable maître n'était jamais celui qui portait couronne ou armure étincelante. C'était le vieil homme sur la montagne, le mendiant sur le chemin, le sage silencieux. Tous semblaient insignifiants, tous invisibles aux yeux ordinaires. Mais ceux qui savaient regarder percevaient en eux une force cachée. Car la vraie sagesse n'a pas besoin de gloire. Elle se suffit à elle-même. Elle émane de l'intérieur. Au final, le jeu de ceux qui savent tout mais choisissent de paraître insignifiants ne consiste pas à conquérir le cœur des autres, mais à se préserver. C'est le choix de ceux qui ont déjà compris que le combat le plus difficile est celui contre leur propre ego, que le plus grand risque est de se perdre à vouloir être grand, et que la véritable paix survient lorsqu'on cesse de se soucier du regard des autres et qu'on se concentre sur l'essentiel, préserver sa santé mentale, sa liberté et son équilibre. Tandis que chacun s'efforce de prouver son savoir, le sage, déguisé, poursuit sa route. Il n'accélère pas, ne s'arrête pas, ne change pas de ton. Il continue simplement d'avancer. Et plus il semble absent, plus il est présent. Car être véritablement présent n'a jamais consisté à se montrer, mais toujours à comprendre. Et ceux qui comprennent choisissent quand apparaître, quand agir. Et ils choisissent, par-dessus tout, quand il est le plus judicieux de faire comme s'ils ne savaient rien. Car c'est alors que personne ne s'y attend. Et c'est alors qu'ils triomphent. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, ou si elle vous a permis d'avoir un regard différent, n'hésitez pas à la liker. Cela aide vraiment la chaîne à continuer de produire du contenu de ce genre. Abonnez-vous aussi,
car une nouvelle vidéo est publiée chaque semaine pour vous interpeller, vous faire réfléchir et peut-être même vous sortir de votre routine. Et bien sûr, laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Avez-vous déjà dû faire semblant de ne rien savoir pour survivre? Et si cette ambiance vous a plu, ce n'est pas tout. Plusieurs autres vidéos sur la chaîne poursuivent cette réflexion et explorent ces idées plus en profondeur. Jetez-y un œil, choisissez la suivante et continuez ce voyage avec nous. À bientôt.